Écoute, c'est un plaisir d'avoir l'occasion de cette conversation avec toi depuis le temps qu'on se connaît, on peut le dire, depuis nos 14 ans, 15 ans. On a eu beaucoup de conversations et on s'est suivi aussi par le chemin universitaire que nous avons pris et ensuite par notre clinique. Alors aujourd'hui, je voudrais quand même prendre des choses du côté de ce que toi tu as initié, parce qu'on peut dire qu'avec ce livre qui a vraiment été un moment marquant du miroir brisé, je crois que tu as vraiment initié un trajet autour de la clinique des enfants handicapés en psychanalyse. Et ça, je pense que c'est très précieux et c'est quelque chose, un chemin que tu poursuis encore et que tu as poursuivi toujours vraiment avec une ardeur qu'on apprécie beaucoup, et puis on admire le courage que tu as, comme tu le dis très précisément dans ce livre, Dire l'indicible, qui est ton dernier livre. Cette clinique du handicap effraie probablement, rend beaucoup de psychanalystes assez frileux. Alors tu expliques très bien pourquoi, et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que tu disais, c'est qu'on en parle toujours du handicap comme du côté de la différence. Et toi, tu ne prends pas les choses de ce côté-là. Au contraire, tu le prends du côté du semblable. Et ça, c'est très appréciable de bien rappeler que c'est notre semblable, peut-être avec de la différence, mais c'est notre semblable. Et alors, effectivement, c'est passionnant dans ce livre et dans d'autres livres, parce que j'ai envie de dire que ce livre condense un petit peu beaucoup d'autres choses que tu as écrites, que tu as approfondies, peut-être plus que dans ce livre aussi. Mais bien sûr, on n'oubliera pas Arthur, qui est ce patient pour toi, qui, comme pour Freud, hystérique, t'a ouvert un chemin. Et en fait, j'avais envie que tu nous dises un petit peu, en tant qu'analyste, parce que tu es analyste avec ces enfants, et très courageusement, je dois dire, et de façon extrêmement originale. Effectivement, tu essayes de trouver des voies possibles pour donner la parole à ceux qui n'ont pas, ou qui ne sont pas écoutés plutôt, parce qu'ils ont une parole. Mais la question, c'est qu'ils ne sont pas écoutés, et toi, tu leur donnes la parole. Et tu as une clinique aussi où il me semble qu'à un moment donné dans ton livre, tu dis que plus que d'éthique chez toi, il y a tu entends avec de l'esthétique. Effectivement, tu t'intéresses beaucoup à l'art et ça oriente sans doute ton écoute et ton oreille. Alors ça, c'est aussi quelque chose dont tu pourras peut-être nous en dire plus. Et l'autre, bien sûr, la présence aussi de Bion, dont tu nous dis bien que c'est ton préféré, hein, on peut le dire comme ça, et dont tu te sers beaucoup, sans doute dans ta clinique et dans ton écoute. Voilà, disons que j'ai un peu rassemblé toi, comment tu as envie aussi, en marge de ton livre, de nous faire part un peu de ton expérience longue maintenant, avec des enfants handicapés. Nous avions commencé ensemble au centre d'assistance éducative du tout petit, le CAMS. À l'époque, c'était le premier CAMS. Oui, c'était le premier CAMS, c'était une création. De Madame Lévy. Où on a vu, moi aussi j'en avais vu, mais toi, tu t'es autrement intéressé précisément à la situation du handicap. Dis-nous un peu comment tu reprends. Alors, si tu veux, le principe de cette collection qui s'appelle Théma, c'est donc de demander à quelqu'un, qui a déjà un peu de recul, quel est le fil rouge de ses recherches? Pourquoi il s'est lancé là-dedans? Pourquoi il irait? Qu'est-ce que ça lui apporte? Quel engagement il a là-dedans, hein? C'est beaucoup une question d'engagement quand même, qui est très, très importante. Et donc c'est tout un trajet, c'est le miroir brisé, c'était il y a 25 ans. Donc il y a tout ce parcours avec toutes les étapes que j'essaye donc de décliner dans ce livre. Et en effet, pour aboutir quand même de plus en plus à l'intérêt pour la création artistique. Le lien qu'il y a entre
ces gens très démunis, hein, qui certains ne parlent pas ou très mal. Hein. Ça, le sous-titre du livre, c'est Rencontre avec des patients pas comme les autres. Hein. C'est important aussi, ce sont des patients pas comme les autres. Et donc, il y a des psychanalystes qui effectivement ne voient aucun intérêt à s'occuper de ce type de patients. Ils n'ont rien à dire, c'est pas, la psychanalyse ne peut pas s'appliquer, etc. Donc, il faut trouver des modes de communication. Et trouver des modes de communication, ça oblige à une certaine créativité. Il faut être créatif, il faut être inventif un petit peu pour s'occuper de gens comme ça qui n'ont pas les mêmes moyens intellectuels, cognitifs. Alors on les décrit toujours en moins, en D, en 10. Ils sont dyspraxiques, dyslexiques, déficients, bon, ils étaient débiles. Et bon, maintenant, je pense moi, j'incite à jeter un autre regard. Et c'est vrai que souvent, quand j'interviens à une conférence, dans un groupe où il y a des psychologues, souvent ça a une espèce d'effet de révélation. Les gens disent « Ah ben j'avais jamais pensé qu'on pouvait faire ça. J'ai un enfant avec qui j'ai du mal, mais maintenant je me rends compte que je peux jeter un autre regard sur lui. » Il y a un effet de révélation un petit peu. Il faut renverser la perspective. Il faut pas. Et c'est là, bon, où j'aime beaucoup Bion. Parce que Bion, c'est le champion du renversement de perspective. Et aussi de ce qu'il appelle la tolérance à l'inconnu. Hein. Bion dit la grande qualité pour un analyste, c'est la tolérance à l'inconnu. C'est-à-dire qu'on va se mettre ensemble, hein, il se crée une relation thérapeutique entre deux personnes, et on ne sait pas ce qui va advenir. On ne le sait pas. Et il va advenir quelque chose. Et encore faut-il repérer le quelque chose qui va advenir. Et c'est là où il y a quand même des modes de transmission parfois un peu mystérieux, hein, inconscients. Il y a des choses, il y a une transmission psychique inconsciente. Alors Mélanie Klein a lancé l'identification projective, qui est quand même le concept clé. Parce qu'on ne va pas non plus dire, oui, on rêve ensemble, enfin, il y a des choses qui se passent, des sentiments, etc. Il y a l'empathie, bien sûr, c'est très important. Mais l'empathie, c'est aussi un phénomène qu'il faut définir. Oui. On n'est pas empathique tout le temps avec tout le monde. C'est des moments qu'il faut repérer aussi. Oui, et c'est quelque chose que tu as. Oui. Tu vis oui. avec tes patients. Oui. De nombreux moments comme ça. Oui, c'est-à-dire que c'est quand même le lien. Une attention au contre-transfert. Mais comment c'est Anna Segal qui avait écrit le livre sur le contre-transfert. Non, attends, je sais plus, dans les années 40. Et elle dit quand même très clairement, l'outil principal du psychanalyste, c'est le contre-transfert. Oui. Et le contre-transfert, oui, il n'est pas forcément verbal non plus. Hein. Oui. C'est pas forcément du langage. Surtout avec ses enfants qui parfois. Oui. Et alors, Bion, lui, il parle d'expérience émotionnelle partagée. Ça, c'est un mot clé. On parle de l'expérience émotionnelle, qui n'est pas verbale, pas forcément verbale, qui peut le devenir, mais qui peut aussi ne pas le devenir. Ça peut rester aussi dans des phénomènes somatiques, corporels. Et tu as vraiment vécu des expériences comme ça avec certains des enfants? Oui. Et adultes? Parce que tu vois aussi des adultes handicapés, pas seulement des enfants. Et même, je vis la même chose avec des adultes pas handicapés. Bien sûr. C'est une question que je voulais te poser justement. Oui. Aussi. Oui. Sûrement que ça a aussi eu des incidences sur ton approche de l'analyse avec les adultes. Tout à fait. C'est une manière de pratiquer la psychanalyse, que moi j'appelle contemporaine, parce que c'est quand même un petit peu en décalage avec la psychanalyse orthodoxe, classique, la métapsychologie,
le cadre, le transfert, etc. Là, il y a forcément des aménagements de cadre, hein, mais dont il ne faut pas dire que ce n'est plus de la psychanalyse. Hein, c'est toujours cette question, mais est-ce que c'est encore de la psychanalyse? Ben oui, mais la psychanalyse, elle évolue, hein, quand même. Je ne sais pas si ça ne tient qu'à l'évolution, bien sûr qu'elle évolue, mais de toute façon, ce qui est central, c'est que toi, tu es analyste. Toi, tu restes analyste. Oui. Et c'est à partir de là qu'il y a quelque chose qui ne peut pas se confondre avec l'approche de quelqu'un qui ne soit pas analyste. Oui. Ton approche, elle passe par l'analyse, parce que toi, tu es l'analyste. Oui. Je pense que ça, c'est un élément important. Après, il y a les aménagements, comme tu dis, contemporains. De toute façon, c'est pas seulement dans le handicap ou avec les enfants. On est obligé d'aménager le cadre parce que le monde change et qu'on a des contraintes hautes auxquelles on est obligé plus ou moins de se plier. Et les patients ne sont pas les mêmes. Et les patients ne sont pas tout à fait le même, n'ont pas le même mode de demande. Ils n'ont pas les mêmes demandes, ils n'ont pas la même conception de ce que c'est que la psychanalyse. Parfois, ils ont une conception, mais ils demandent quelque chose que... Bon, le grand classique, c'est de dire, j'ai vu quelqu'un qui n'a pas ouvert la bouche pendant 3 quarts d'heure. Moi, il me faut un retour. Moi, il me faut quelqu'un en face de moi. Pas forcément des conseils. C'est même pas le mot conseil. C'est une présence, un retour. Oui, alors ça, au niveau du silence, je pense que les psychanalystes ont aussi changé à ce niveau-là. Je crois que les psychanalystes aujourd'hui ne sont plus dans la même neutralité, le silence, neutralité déjà il y a un moment. Oui, donc c'est pas possible. C'est pas la neutralité, non. Mais il n'y a pas non plus ce silence. Je crois que bon, ça a été une époque. Oui, ça a été une époque. Ça a été une époque, on n'est plus du tout. Je vois nos collègues qui sont aussi ouverts, je suis sûre qu'ils ne sont pas dans un silence. Non. Il y a aussi du silence, mais un silence nécessaire pour ouvrir la parole à l'autre. Alors, c'est vrai que ces patients, pas comme les autres, demandent des techniques plus actives. Hein. On peut se référer à Ferenczi, là, quand même notre grand maître Ferenczi pour tout ça. Et des techniques, c'est vrai qu'on est amené à être plus actif, à parler plus, à intervenir plus peut-être. Oui, avec des personnes quand même atteintes d'un handicap, c'est certain, oui. Mais je te dis, hein, quand même, ça se passe aussi avec des adultes névrosés, qui ont aussi des moments comme ça où ils sont un peu désorganisés, où il y a des phénomènes somatiques ou corporels qui apparaissent, des projections, hein, il y a qu'on reçoit, nous on reçoit ces projections, et on se dit, tiens, mais qu'est-ce qui se passe là, hein, c'est vraiment ça, c'est, tiens, ce patient, je ne sais pas pourquoi, je me sens tout triste là, tout fatigué. Et à ce moment-là, on se dit, oui, mais c'est lui qui me fait vivre quelque chose qu'il ne peut pas exprimer. Bien sûr. Qui ne peut pas encore symboliser, qui ne peut pas se représenter. Et ça va passer par ce lien entre les deux protagonistes de la situation analytique, de ce que Baranger appelle le couple psychanalytique. Bien sûr. Et chaque couple est un couple singulier, différent, avec ses modes différents, avec son langage différent. C'est toujours une situation totalement singulière et qui ne se reproduira jamais avec chaque patient qu'on rencontre. Dis-moi un petit peu alors l'apport que te donne tout ton goût, et maintenant aussi beaucoup ta connaissance des artistes. Comment tu dirais, comment c'est présent dans ton écoute? Oui. C'est-à-dire, oui, il y a le côté esthétique, hein, de tout ça. C'est plutôt, oui, que de raisonner en termes de c'est du la déficience, il n'arrivera jamais, il ne parlera pas, il ne marchera pas, etc. Ce serait de voir les potentialités. Et pour voir les potentialités, il faut avoir une certaine
créativité quand même. Et puis il faut les repérer. Et puis le parallèle entre les artistes et les personnes en situation, ou les patients pas comme les autres, est extrêmement intéressant. Par exemple, j'avais donné cet exemple, cet enfant qui faisait des trous, il s'acharnait à faire des trous dans le papier. Bon, alors évidemment, Mélanie Klein, il attaque le corps de la mère, etc. Et puis, tout d'un coup, j'ai pensé à un artiste que j'avais vu récemment, qui est Fontana. Et Fontana, il cisaille les toiles, il fait des trous. Et Fontana, il dit, mais c'est pas du tout que j'attaque la peinture, c'est que j'ouvre sur l'infini. C'est une ouverture sur quelque chose qui est une autre dimension. Alors là, je me suis dit, mais oui, alors plutôt que d'enfermer cet enfant dans, ah oui, tu es en train d'attaquer, alors ça donnerait même maman sauce, tu l'attaques, tu veux lui couper son ventre, etc. On a entendu ça chez les Klein. Ce serait plutôt, mais il ouvre sur quelque chose, il veut voir ce qu'il y a derrière. Et chez lui, c'était quand même une mère très énigmatique, présente, absente, enfin, dont il pouvait vraiment se poser la question, mais qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Ma mère, qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Elle est là, elle n'est pas là, ou quand elle est là, elle n'est pas vraiment là, d'aller chercher, c'est Geneviève qui parle de ça aussi, l'arrière-fond. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête et qu'est-ce qui me revient? Donc ça ouvre toute une image différente. Oui, bien sûr. Et moi, j'ai essayé de repérer ça aussi chez les artistes, chez qui il y a des traces comme ça, de cette première rencontre avec le monde, mais souvent à leur insu. Hein. Parfois non. Miro, il parle de choses embryonnesques, mais pour d'autres, c'est à leur insu. Mais on retrouve des traces comme ça. Des choses très archaïques. Oui, des choses très archaïques. Et qui vont faire partie de l'œuvre. Oui, il y a des œuvres qui nourrissent leur œuvre. Qui nourrissent leur œuvre, oui, tout à fait. Oui. Non, mais ce que tu dis est très intéressant dans le sens où c'est à travers d'autres champs aussi que nous élargissons notre métapsychologie. Je veux dire, la métapsychologie, ça fait de nombreuses années, on finit par la connaître plus ou moins bien, mais l'avoir un peu intégrée. Et là, il faut trouver, à travers la proximité d'autres champs, on trouve des ouvertures nouvelles. Et ça, c'est très indispensable. Et toi, sûrement avec ton goût personnel quand même de la peinture et de l'art, tu es vraiment dans un aller-retour qui est sûrement très riche, que tout le monde n'a pas, parce que tout le monde n'a pas le même intérêt peut-être pour l'art, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui ont d'autres dimensions. Là, je pensais à des gens par exemple qui sont très musiciens, et ça c'est très intéressant aussi, tout ce qui passe par l'oreille et la voix, enfin, tout ça nous ouvre des champs comme bien sûr la philosophie, l'anthropologie. Je pense que c'est très important que nous restions ouverts aux autres champs. D'ailleurs, nos maîtres qui sont Freud et pour moi et pour d'autres aussi Lacan, c'est des gens qui ont été toujours à l'affût même de ce qui se passait ailleurs, ou les mathématiciens. Lacan, il s'est intéressé aux mathématiciens. Je crois que c'est très important qu'on ne reste pas dans l'entre-soi. Oui, et qu'il y a différents langages possibles. Alors ça, c'est une idée qu'on trouve beaucoup chez Bion, hein, qui dit l'objet psychanalytique, au fond, on ne peut pas en rendre compte que par le langage. Le langage est insuffisant et pas forcément adéquat pour décrire ce qui se passe dans une séance. Mais par contre, ça peut se voir de points de vue très différents. Alors le langage mathématique, le langage musical, la poésie, la peinture. Donc il y a différents langages, il y a des points de vue différents possibles pour rendre compte. Pour approcher. Ces processus psychiques qui se déroulent dans une séance. Bien sûr. Oui. Non, mais ça c'est très important de rester ouvert. Ce qui est le cas quand même de beaucoup de nos collègues qui s'intéressent
à l'art, à la poésie. Oui, oui, oui. Poésie très... Le cinéma. Le cinéma, le Oui. théâtre. Oui, Oui. non, on ne peut pas Mhm. dire. Mais il y a quand même comme une espèce d'entre-soi parfois Oui. qui est dommage, Mhm. dommageable. Et peut-être aussi qu'il faut s'ouvrir aussi à d'autres manières d'aborder, d'autres théorisations de la psychanalyse. Bon, toi, tu as entrepris les choses depuis très longtemps autour de Bion. Ah oui. Parce qu'on était ensemble d'ailleurs. Oui. Quand il y avait Bion et Lacan. Pour moi, c'était clair. C'était deux pensées beaucoup trop complexes pour pouvoir les faire s'y intéresser en même temps. Surtout qu'on débutait quand même. Et on était à ce moment-là plus ou moins kleinienne. Oui. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, oui. Et c'est vrai que moi, j'ai été plutôt dans la voie lacanienne et toi dans la voie bionienne. Oui. Oui. D'ailleurs, je voulais te dire qu'il y a quand même ça qui m'a frappé, bien sûr, dans ton livre. Il semblerait que tu as vraiment une dent contre Lacan. Ah bon? Ah oui, c'est comme ça que je l'ai lu. Ah oui. Je ne dirais pas ça, toi. Oh, écoute, je le connais mal, bon, donc je ne suis vraiment pas bien placé pour en parler. On ne veut pas parler de quelqu'un qu'on n'a pas vraiment pratiqué quand même. Bon, c'est vrai que j'ai vu des choses un petit peu caricaturales, par exemple par rapport au père. Hein. Bon, c'est sûr que sur la question de la fonction paternelle, bon, Lacan a quand même avancé des choses qui ont vraiment beaucoup bloqué. C'est-à-dire Ah ben le père, c'est la fonction paternelle avec un grand P, c'est lui qui apporte la symbolisation. Pourquoi la mère n'apporterait pas la symbolisation? Oui. Et la séparation? Ben pourquoi la mère ne séparerait pas? Oui, là, c'est dans le sens d'un tiers. Oui. C'est le tiers. C'est pas que lui seul apporte la symbolisation. Je pense que c'est plutôt mais le tiers. Tiers, pourquoi il ne serait pas du côté de la mère? Si elle est seule, par exemple, comment elle fait tiers? Elle fait tiers parce qu'elle a d'autres personnes qui peuvent faire tiers. C'est compliqué. Non, on ne va pas rentrer dans la théorisation. Bon, enfin, il y a quand même eu là des développements sur les pères. Moi, j'en ai parlé dans mon livre sur les pères. Tu en parles, mais ce n'est pas dans ce sens-là, sans doute. Non, enfin, quand même, on a donné une image du père, on a dévalorisé ceux qu'on a... Ah, ben écoute, dévalorisé complètement. Oui, Schneider, Michel Schneider, Naori. Ben oui, ils ont dit c'est des mamans. Ah, tu veux dire les enfants n'ont plus de papa, ils n'ont plus que des mamans. Ah oui, tu veux dire au niveau des pères, des papas poules, ce qu'ils appellent les papas poules. Pourquoi l'appeler poule? Pourquoi appeler un papa poule? Oui. On en connaît des pères qui s'occupent maintenant. Enfin, il y a eu un grand changement du côté des jeunes pères quand même. Ah bah ça, maintenant, ils s'occupent de leur... Complètement les fonctions. Oui, bien sûr. Non, mais ça c'est évident. Bon, chez Lacan, c'est plus compliqué que ça. Mais bon, je voulais juste te dire que j'ai plutôt entendu ce que les deux fois où tu nommes Lacan, je me suis dit, elle a une dent contre Lacan, mais je comprends que tu n'as pas tellement... Enfin, une dent contre. Disons, j'ai des réticences sur certains points de la théorie lacanienne. Je pensais qu'on peut revenir au handicap, parce que vraiment, tu as fait un tel travail autour de ça, que j'aimerais bien t'entendre nous dire aussi qu'est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce qui te reste dans le cœur quand même, et dans l'esprit bien sûr, ça va ensemble, de cette traversée avec eux que tu as fait avec tellement de personnes. Qu'est-ce que tu... Ben écoute, c'est dès le départ, hein, quand j'ai commencé à travailler dans le CAMS, là, il y avait des enfants autistes et il y avait des enfants handicapés. Et tout le monde se passionnait pour les enfants autistes. Et moi, je trouvais que les enfants handicapés étaient extrêmement intéressants, mais ça intéressait beaucoup moins. Alors, extrêmement intéressant, parce qu'ils font beaucoup avec peu. C'est ça qui m'intéresse chez les gens handicapés. C'est la capacité de faire des choses quand on a peu de moyens. Parce que ça, c'est un signe, en fait, de grande intelligence, d'une certaine manière. Hein. Alors, je donne souvent cet exemple. C'est au niveau du langage. Bon, un enfant autiste, il a tout l'outillage nécessaire pour parler. Hein? Le langage, il est construit. Mais il va s'en servir d'une manière aberrante.
il va s'en servir d'une manière qui ne sert pas la communication, parce que c'est quand même un trouble de la communication. Oui. Alors que les enfants handicapés, ils n'ont pas ce dispositif de langage, ils disposent quelquefois de quelques mots, ils ne savent pas faire des phrases, ils ne savent pas relier les choses les unes aux autres, mais avec les 3 mots qu'ils ont, ils disent quelque chose d'extrêmement important. Oui, ça c'est très important ce que tu dis, Simone. Oui, et alors ils vont aussi, ils ne renoncent pas, ils veulent communiquer, il y a un désir de communiquer. Oui, j'ai un exemple, un enfant qui était en train de me raconter un truc que je ne comprenais pas. Et il me racontait quelque chose de quelque... Alors il a été dans son cartable, il a été chercher son petit carnet de liaison et il m'a montré le nom de la directrice. L'endroit où il y a la directrice. Donc il voulait me raconter une histoire qui s'était passée avec la directrice. Oui, oui, oui. Donc il n'a pas renoncé. Il voulait me raconter. Et il utilise les signes. Oui, et il va chercher des moyens. Ah oui, ça c'est... Il va chercher d'autres moyens. Et c'est ça, moi, qui me... t'a passionné tout de suite. Oui, oui, beaucoup. Qui t'a accroché tout de suite. suite. Et combien de fois les gens me disent « Oh, bah oui, mais cet enfant, non, il ne parle pas. » Ah bon, il ne parle pas? Oh, ben il dit 2-3 mots, mais ça ne veut rien dire. Alors, c'est quoi les 2-3 mots qu'il dit? Il te dit des 2-3 mots et ça veut tout dire. Bien sûr. Ça veut tout... Attendez, il y en a un, c'était, je crois, handicap, sœur, partie. Ben, en effet, dans sa famille, sa sœur était partie à l'étranger, très loin, pour s'éloigner probablement de vivre avec un frère handicapé. Mais tout était dit là. Et qu'est-ce que ça... Est-ce que c'est lui qui a fait partir là? C'est plein de questions là-dedans. Bien sûr, à partir de là, tu rentres dans la psychanalyse. Est-ce que maman, elle est triste parce que je suis handicapée et parce que ma sœur, elle est partie, en quoi j'y suis pour quelque chose? Enfin, c'est plein de questions. Et là, on avait fait le dernier cyclade en novembre dernier sur la parentalité. C'est un mot que j'aime pas beaucoup, mais enfin bon, c'était des parents en situation de handicap, c'est-à-dire des personnes handicapées qui veulent devenir parents. Et donc moi, j'avais repris ça un peu du côté des enfants, et je suis quand même très frappée à quel point ce thème-là revient et est très présent. Est-ce que je pourrais avoir des enfants? Est-ce que je peux devenir une maman? Oh, est-ce que je peux devenir un papa? Bien sûr. Et si j'ai des bébés, est-ce qu'ils seront handicapés comme moi? Est-ce que ma mère voudrait que j'ai des bébés? Ou est-ce qu'elle a peur que j'ai des bébés? C'est toujours présent. Oui, c'est une préoccupation qui est toujours présente. Et Simone, il y a aussi, et tu m'en avais parlé, il y a toute la question de la fratrie. Oui. J'imagine que tu as des idées. Ah oui. Tu as entendu des choses sur tout ce qui concerne la fratrie. C'est beaucoup plus important qu'on ne le croit. Oh, les frères et les sœurs sont profondément marqués par cette expérience, qui est une expérience pas forcément négative d'ailleurs. C'est Régine Selle qui a beaucoup travaillé sur la fratrie, et il y a aussi alors là encore des modes de communication entre frères et sœurs, avec un qui est handicapé, qui peuvent être extrêmement intéressants. Mais évidemment, il y a aussi la question de la responsabilité qui est extrêmement lourde. Tu veux dire pour leur on les investit quand même de la charge de s'occuper de ce frère ou de cette sœur à l'âge adulte. C'est une lourde charge. Oui, c'est une lourde charge. Oui. Simone, c'est quand même dans le miroir brisé que tu dis au plus près, je pense, ce que ça fait aux parents. Ah ben oui, ça c'est vraiment la question. C'est le traumatisme, là, oui. C'est le traumatisme. Encore que, on pourrait dire que les choses évoluent un petit peu quand même. Ah oui. Oui, les choses évoluent un petit peu quand même. C'était un traumatisme absolu et total. Maintenant, peut-être... Presque une honte, non? Ah, c'est une honte. Le sentiment de honte est extrêmement important. Ah oui. Mais on avait fait un cyclage sur... le handicap n'est pas forcément une tragédie, je crois qu'on avait. Et on avait repéré qu'il y a quand même des mouvements
chez les parents maintenant qui envisagent un avenir pour leur enfant peut-être plus facilement que du temps où c'était votre enfant est un légume. Hein, Oui. et là, on voit quand même des parents qui pensent, je voudrais qu'il ait une vie d'adulte, j'aimerais qu'il puisse faire des rencontres, j'aimerais qu'il ait des possibilités sociales, de sociabilité. Je trouve qu'il y a plus d'ouverture. Oui. C'est moins Ouais. complètement fermé. Caché, gardé le secret. Peut-être parce que socialement, on parle aussi plus de cette question du handicap. Oui, hein, oui. On fait en sorte que la ville soit plus accessible aux handicapés. Le mot devient plus fréquentable. Ah plus oui, beaucoup plus. Et dans l'art, il y a beaucoup d'artistes qui travaillent soit avec des personnes handicapées, soit avec la figure d'une personne handicapée. Oui, c'est vrai. Oui. Oui, ça c'est une évolution très souhaitable. C'est-à-dire ça devient un sujet qui pourrait être intéressant. Voilà, et pas tabou, c'était tabou quand même. Oui. Et intéressant. On peut trouver chez des gens pas comme les autres. Oui. Oui, c'est vrai aussi pour les malades mentaux. Dans les hôpitaux. Pensez aussi à Monique Zerbib dans son atelier, dans sa structure de club à l'hôpital psychiatrique. C'était aussi tenter de donner la parole à des gens dont on dit que leur parole, ils n'ont pas la parole ou elle est folle. Une parole folle. Oui. Il y a à la fois une ouverture dans notre monde aujourd'hui. Ce qui est très paradoxal et triste, c'est de voir comment dans les institutions psychiatriques notamment, il y a peu de travail véritablement intéressant, psychanalytique, puisque la psychanalyse est un peu mise à l'écart. Oui, à la fois d'ouverture et de fermeture. Oui. Simone, je crois qu'on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui, en répétant combien le travail que tu as fait est précieux, d'abord pour tous ces gens que tu as eu à fréquenter, et aussi peut-être, comme tu étais enseignante aussi, et qu'il y a le CICLA, pour toutes les jeunes psys que vous formez, psy, médecins, pédiatres et autres, que vous essayez de familiariser avec la question du handicap. Voilà, écoute, merci beaucoup et à très bientôt. Merci.